Mireille Mathieu contrôle tout, sauf les fantasmes qu'elle provoque. Pendant des décennies, la presse française l'a décrite comme une femme glaciale, redoutable, presque impossible à approcher. Derrière l'élégance parfaite, les sourires calibrés et la voix légendaire, certains voyaient une personnalité obsédée par le pouvoir, le contrôle et l'image. Des rumeurs explosives, des hommes influents, des silences calculés. Autour de Mireille Mathieu, tout semble entouré d'ombre. Et plus elle se tait, plus le mystère devient dangereux. Née dans une modeste famille d'Avignon, le 22 juillet 1946, Mireille Mathieu était la première d'une fratrie de 14 enfants. Son père, Roger, travaillait la pierre pour fabriquer des stèles funéraires et sa mère, Marcelle, se débattait pour nourrir et vêtir sa progéniture dans un appartement trop étroit pour contenir tous les enfants. Dès son plus jeune âge, Mireille apprit à endosser des responsabilités que peu d'enfants connaissent, s'occuper des frères et sœurs, aider aux tâches ménagères, tout en rêvant d'évasion. La musique devint sa respiration, offerte par un père amateur d'opéra et chanteur à ses heures perdues. Pourtant, cette passion naissante devait se confronter à la dureté d'un environnement où chaque erreur était scrutée, chaque faiblesse exploitée. À 14 ans, elle quitta l'école pour travailler dans une usine locale, un choix dicté par la nécessité et non par désir. La vie ouvrière fut rude, longues journées, fatigue physique et parfois des moqueries impitoyables de collègues ou supérieurs. Mais ce qui la marqua davantage, ce fut l'humiliation publique. Son accent régional, sa manière de parler jugée paysanne, son manque d'instruction formelle. Une fille illettrée ne deviendra jamais une star, se plaisait à répéter la presse locale et certains critiques culturels. Chaque phrase, chaque rire moqueur s'imprimait dans sa mémoire, forgeant une rancune silencieuse mais déterminée. Mireille Mathieu n'oublierait jamais ses regards de pitié et ses jugements hâtifs. Ses blessures d'enfance expliquent, en partie, son obsession pour le contrôle. Elle devait s'assurer que personne ne puisse jamais détruire l'image qu'elle construirait, qu'aucune erreur ne ternirait sa réputation. Chaque geste, chaque expression faciale, chaque décision artistique fut minutieusement calculée. On dit souvent que la peur peut paralyser, mais pour Mireille, elle devint moteur. La peur d'être vulnérable, de perdre le contrôle, de reproduire les humiliations du passé, la poussa à transformer chaque critique en énergie pour exceller. Et exceller, elle le fit avec une intensité rare. L'un des tournants majeurs survint lorsqu'elle rencontra Johnny Stark, homme au charisme et à la poigne légendaire. Cet agent visionnaire détecta non seulement le talent vocal extraordinaire de Mireille, mais comprit aussi le potentiel commercial et émotionnel d'une jeune femme déterminée à ne jamais céder sa liberté. Johnny Stark ne se contenta pas de gérer sa carrière, il devint l'architecte de son destin, organisant chaque concert, chaque tournée, chaque apparition médiatique. Pour Mireille, il représentait la sécurité d'un mentor, mais aussi la première figure masculine capable de comprendre ses besoins sans chercher à la contraindre à des rôles qu'elle ne voulait pas jouer. Mais avant ce mentorat, Mireille était seule face à ses ambitions et ses traumatismes. Les critiques répétées sur sa voix ou son style, les moqueries sur son accent et sa condition sociale, tout cela aurait pu briser une adolescente fragile. Au lieu de cela, elle transforma cette adversité en discipline absolue. Chaque répétition, chaque apparition sur scène devint un acte de revanche silencieuse contre ceux qui l'avaient sous-estimée. La pauvreté, les humiliations et l'isolement ont fait d'elle non pas une victime, mais une stratège acharnée, déterminée à ne jamais laisser son passé dicter son futur. L'ombre de cette jeunesse difficile plane encore sur sa carrière. La rigueur quasi militaire avec laquelle elle organise sa vie professionnelle, la vigilance extrême sur les interviews et l'incapacité apparente à s'abandonner à une relation amoureuse. Les hommes entraient et sortaient de sa vie, mais aucun ne franchissait la barrière de contrôle qu'elle avait dressée. Les chroniqueurs parisiens comparent souvent cette attitude à celle d'un général sur le champ de bataille, maîtrisant chaque mouvement de son empire artistique. Et si certains y voient de la froideur, d'autres y discernent la conséquence logique d'une enfance marquée par le manque et la vigilance constante. Au fond, chaque note qu'elle chantait portait le poids de ses premières années.
la mélodie d'une fille qui avait connu le mépris et la pauvreté, transformée en femme, capable de dominer la scène internationale. La gloire de Mireille Mathieu ne fut jamais un hasard, elle fut le résultat d'un engagement total, né d'une peur profondément ancrée de retomber dans l'obscurité de son enfance. La jeune ouvrière d'Avignon devint ainsi l'incarnation d'une perfection artistique intransigeante, une perfection qui, paradoxalement, l'empêcha d'abandonner son cœur à quiconque. C'est en novembre 1965 que Mireille Mathieu croisa la route de Johnny Stark, l'homme qui allait transformer sa vie à jamais. Dès leur première rencontre, il percevait une intensité hors du commun dans cette jeune fille de 19 ans, une voix capable de conquérir le monde, mais aussi un regard empreint de défi et de méfiance. Stark n'était pas seulement un agent, il était un stratège, un architecte du succès. Il vit immédiatement en Mireille plus qu'une simple chanteuse. Il devina une icône capable de représenter la France entière sur les scènes internationales. À partir de ce moment, leurs destins s'imbriquèrent, indissociables et mystérieusement complexes. Stark prit en main chaque aspect de la carrière de Mireille, des répétitions minutieuses au choix des chansons, en passant par les apparitions télévisées et les tournées mondiales. Sa poigne était ferme, parfois perçue comme autoritaire, mais son flair pour le spectacle était inégalé. Grâce à lui, Mireille devint la sensation que l'Europe et bientôt le monde attendaient. Olympia, Ed Sullivan Show, concerts à Moscou et Tokyo, albums multilangues vendus par millions. Chaque succès confirmait l'intuition de Stark et la discipline inébranlable de Mireille. Mais derrière cette réussite éclatante se cachait une dynamique troublante qui allait nourrir les spéculations sur la nature de leur relation. Les rumeurs circulaient dès les premiers succès. Beaucoup affirmaient que leur lien dépassait le simple cadre professionnel. Certains journalistes parlaient d'une relation quasi parentale. D'autres murmuraient un attachement obsessionnel, presque possessif. Quand Stark fut inhumé dans le caveau familial de Mireille, après sa mort en 1989, les théories les plus audacieuses explosèrent dans les colonnes des magazines. Était-ce plus que manager? S'interrogeaient les lecteurs, fascinés et choqués. Pour le grand public, cette complicité mystérieuse ne faisait que renforcer l'image d'une femme inaccessible, quasi irréelle, dont le cœur restait sous-scellé. Pourtant, Mireille n'a jamais confirmé ces insinuations. Elle a toujours décrit leur lien comme celui d'un père et d'une fille, basé sur le respect et la confiance professionnelle. Mais l'intensité de cette relation marqua profondément sa vie sentimentale. L'autorité et le contrôle de Stark, même exercés avec bienveillance, la conditionnèrent à associer amour et contrainte. Les hommes amoureux d'elle rencontraient toujours un mur invisible, car personne ne pouvait rivaliser avec l'influence, l'attention et l'omniprésence de Stark dans son existence. Cette dépendance émotionnelle, subtile mais réelle, façonna la manière dont Mireille abordera toute relation future. Elle devint méfiante, fermée, protégée derrière une armure élégante et parfaite. Son refus de se marier ou d'avoir des enfants ne fut pas un caprice, mais le reflet d'un attachement complexe à l'homme qui avait sculpté sa carrière et contrôlé son univers. Chaque décision sentimentale devait désormais composer avec ce passé imposant et cette figure paternelle omniprésente, transformant l'amour en territoire dangereux et inaccessible. Mais le plus fascinant reste l'alchimie étrange entre Mireille et Stark. Leur partenariat mêlait admiration, respect et tension invisible, créant un équilibre fragile mais efficace. Le public voyait la perfection sur scène, la voix cristalline, la gestuelle impeccable, mais ignorait que derrière chaque succès se cachait une structure de contrôle total, une loyauté émotionnelle qui définissait Mireille Mathieu autant que son talent. C'est cette dualité, une femme de fer guidée par un homme puissant mais jamais dominé, qui rend leur histoire inoubliable et alimente encore aujourd'hui les spéculations sur la nature exacte de leur lien. En 1983, Mireille Mathieu s'approcha pour la première fois d'un engagement sérieux avec un homme en dehors de son cercle professionnel. Les fiançailles furent secrètes, une rare brèche dans son monde ultra contrôlé. Pourtant, cette union, censée être un pas vers l'amour véritable, ne dura que 7 jours. 7 jours suffirent pour que Mireille mette fin à tout, laissant derrière elle un fiancé abasourdi et un public intrigué.
Les raisons étaient claires pour elle. On lui demandait de renoncer à sa scène, à sa carrière, à l'essence même de sa vie. Pour Mireille, accepter un tel ultimatum aurait été comme signer sa propre condamnation. Le choix fut brutal mais nécessaire. Elle préféra la gloire à la vie privée, la scène à l'intimité. Cet événement révéla au grand jour une vérité que peu soupçonnaient. Mireille Mathieu n'appartient à personne. La presse française ne s'en est pas remise. Certains articles titraient « La femme qui refuse l'amour ». D'autres parlaient de « l'inflexible diva d'Avignon ». Cette rupture éclair ne fut pas qu'un simple geste impulsif, mais le reflet d'une femme qui avait appris, dès son enfance pauvre et difficile, que seule la maîtrise totale de sa vie pouvait la protéger. Après cette expérience, Mireille se ferma encore davantage. Les hommes, quels qu'ils soient, semblaient incapables de franchir le mur de vigilance qu'elle avait construit autour de son cœur. Ces relations, déjà rares, devinrent des énigmes pour le public et les médias. La rupture avec ce fiancé fut le signal que son univers sentimental et professionnel ne pouvait coexister que sous ses propres termes. Elle confirmait, par cet acte radical, que la liberté et le contrôle priment sur le conformisme social et l'idée romantique du couple. Cette semaine de fiançailles manquée laissa également des traces émotionnelles. Si Mireille continuait à chanter des chansons d'amour avec passion, les spectateurs pouvaient désormais percevoir derrière sa voix cristalline une nuance de solitude et de retenue. Son engagement envers sa carrière était total, mais chaque note contenait la résonance de sacrifices personnels immenses. Elle devint un symbole paradoxal, icône de l'amour chanté, mais inaccessible dans la vie réelle. Le public comprit alors que toute tentative de la posséder, d'imposer un cadre sentimental, était vouée à l'échec. Mireille Mathieu choisissait de vivre selon ses propres règles. Cette décision, certes douloureuse pour elle-même et pour ceux qui espéraient une histoire romantique traditionnelle, cimenta son image d'artiste invincible et insaisissable. La question qui demeure dans l'esprit des fans et des observateurs reste la même. Jusqu'où peut-on concilier le désir de l'amour et celui de la liberté absolue quand l'un est incompatible avec l'autre? Après la rupture éclair de 1983, la vie amoureuse de Mireille Mathieu devint un terrain de spéculation sans fin pour les médias. Chaque apparition publique, chaque sourire échangé avec un homme était immédiatement interprété comme un indice d'une liaison secrète. Les chroniques People fleurissaient dans les journaux. Certains prétendaient qu'Yves Mourouzi partageait une complicité exceptionnelle avec elle lors de soirées prestigieuses. D'autres murmuraient que Jean-Pierre Foucault était son amant caché depuis des années. Et puis il y avait les rumeurs les plus extravagantes, comme celle d'une liaison avec Diego Maradona, qui courut dans les magazines pendant des décennies. Les tabloïds s'emparaient de chaque événement pour broder un récit croustillant, mélangeant faits réels et fiction assumée. Pour Mireille, chaque nouvelle rumeur était une épreuve silencieuse. Elle choisissait l'implacable silence, refusant de confirmer ou de nier, laissant l'imagination du public et des journalistes faire son œuvre. Ce mutisme stratégique renforçait paradoxalement son aura. Plus elle restait discrète, plus les histoires autour d'elle devenaient fascinantes et dangereuses. On la surnommait alors la reine secrète de l'amour, une femme que l'on admire, mais que l'on ne put jamais atteindre. Certains observateurs dénonçaient ces récits comme des fabrications, mais le silence de Mireille les rendait crédibles aux yeux de millions de lecteurs et spectateurs. Derrière cette façade de contrôle, Mireille payait pourtant un prix émotionnel élevé. Chaque scandale, chaque rumeur, chaque insinuation pesait sur sa vie intérieure. Elle savait que révéler la vérité risquerait de détruire l'illusion qu'elle avait patiemment construite autour de son image publique. Ainsi, son existence privée devint un labyrinthe invisible où aucun homme ne pouvait pénétrer. Sa carrière et sa réputation exigeaient un sacrifice. Son cœur restait enfermé, inaccessible. Même si elle chantait l'amour sur scène avec une intensité émotive rare, elle ne s'autorisait jamais à le vivre pleinement. Les années passèrent et ces rumeurs se succédèrent, nourrissant le mystère autour de Mireille Mathieu. Le public continuait d'espérer des révélations,
mais chaque apparition confirmait qu'elle restait maîtresse de son destin. La solitude imposée par sa prudence et son exigence personnelle devint un élément central de sa légende. La star de l'Olympia, l'icône internationale, la voix immortelle de la chanson française, continuait d'enchanter le monde tout en se préservant d'un monde affectif qu'elle savait incontrôlable et potentiellement destructeur. Ainsi, dans le silence et le secret, Mireille Mathieu forgeait sa légende. Une femme fascinante, entourée de rumeurs et de mystères, dont la vie amoureuse demeurait un territoire interdit, un espace où aucun homme, même le plus puissant ou séduisant, ne pouvait pénétrer. L'énigme de ces relations, réelles ou supposées, continue de hanter les pages de presse et les conversations. Et c'est précisément ce voile d'imperceptible qui a fait d'elle un mythe vivant, insaisissable et redoutablement fascinant. La carrière internationale de Mireille Mathieu ne se limita jamais aux scènes européennes. À partir des années 1970, elle devint une présence régulière dans des lieux chargés de symboles politiques, dont le légendaire Kremlin. Ses concerts à Moscou attiraient des foules massives, et sa voix, capable de traverser les frontières et les idéologies, fascinait tant le public que les élites politiques. En 2010, elle reçut même des mains de Vladimir Poutine le prestigieux Ordre de l'Amitié, un honneur qui scella son image de star respectée au-delà des océans. Ses interactions avec des figures du pouvoir, y compris un thé dans l'intimité avec Moammar Kadhafi, firent trembler la presse occidentale, divisant les opinions entre admiration et scandale. Les critiques furent immédiates et acerbes. Certains médias occidentaux accusèrent Mireille d'être trop proche de régimes controversés et l'accusèrent de cautionner des positions politiques qu'elle n'avait jamais explicitement revendiquées. Son commentaire sur le groupe Pussy Riot amplifia la controverse. Les journaux titraient que Mireille Mathieu soutenait le Kremlin et s'aliénait une partie de l'Europe. Dans ces moments, son image de diva française se transforma en celle d'une femme ambiguë, dont les choix artistiques semblaient désormais liés à des calculs politiques inattendus. Certains la critiquaient sans nuance, oubliant que ses voyages et ses concerts étaient d'abord des engagements professionnels et artistiques. Mireille répondit avec fermeté à ces attaques. Elle déclara que ses propos avaient été tronqués ou mal retranscrits par certaines chaînes de télévision russes et que son intention n'avait jamais été de s'opposer à la liberté d'expression ou de soutenir la répression. Pour défendre son honneur et son intégrité, elle porta même plainte contre France Télévisions et gagna, confirmant qu'elle n'était jamais impliquée dans des positions politiques contraires à ses valeurs. Ce geste montra non seulement sa détermination à protéger sa réputation, mais aussi sa capacité à transformer un scandale potentiel en victoire symbolique. À travers cette période, Mireille Mathieu devint bien plus qu'une chanteuse. Elle était une force culturelle, capable de naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale, tout en conservant son intégrité artistique. Elle démontra que la scène et le pouvoir pouvaient se croiser, que la musique pouvait franchir les frontières idéologiques et que l'art n'était jamais totalement neutre face aux controverses. Chaque concert à Moscou, chaque rencontre protocolaire avec des chefs d'État, renforçait le mythe d'une femme qui savait manier le monde avec autant de précision qu'elle contrôlait sa voix et sa carrière. Ainsi, Mireille Mathieu prouvait que sa légende dépassait la chanson. Elle était une icône capable de traverser les crises, les scandales et les opinions contradictoires, tout en demeurant fidèle à elle-même et à son art, consolidant un pouvoir rare dans le monde du spectacle. Avec les années, Mireille Mathieu n'était plus seulement une chanteuse. Elle était devenue une institution. Contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération, elle ne laissait personne contrôler son image sans validation. Chaque interview, chaque apparition publique, chaque photographie passait sous son regard attentif. Dans les coulisses, certains collaborateurs parlaient d'une discipline presque militaire. Des journalistes français la surnommaient même « la diva que toute une équipe craint en silence ». Derrière la voix douce et le sourire classique se cachait une femme d'une vigilance extrême, capable d'interrompre un projet entier si un détail menaçait son image. Cette obsession du contrôle ne venait pas d'un simple caprice de star. Elle était le résultat direct de son enfance difficile, de la peur d'être humiliée à nouveau, de redevenir la petite ouvrière d'Avignon que l'on méprisait autrefois. Mireille avait appris qu'une seconde d'inattention
pouvait détruire une réputation construite pendant des décennies. Alors elle verrouillait tout, les confidences, les accès à sa maison, les personnes autorisées à parler en son nom. Même certains producteurs expérimentés reconnaissaient qu'aucune décision ne pouvait être prise sans son accord absolu. Mais ce pouvoir avait un prix. À force de se protéger, Mireille Mathieu s'est enfermée dans une solitude presque invisible. Les grandes salles continuaient d'applaudir, les tournées internationales remplissaient encore les théâtres. Pourtant, le cercle autour d'elle devenait de plus en plus restreint. Peu d'amitiés duraient réellement. Peu de relations résistaient à cette exigence permanente de maîtrise. Le plus troublant est peut-être là. Cette femme qui dominait tout semblait incapable de déposer les armes, même quelques instants. Comme si derrière chaque sourire impeccable survivait encore la peur de perdre le contrôle de sa vie. Et dans l'univers impitoyable du spectacle, cette peur l'a rendue à la fois puissante et profondément seule. Mireille Mathieu aura tout connu. La gloire mondiale, les triomphes, les scandales, les hommes puissants, les ovations interminables. Pourtant, derrière les projecteurs, demeure l'image d'une femme qui a passé sa vie à fuir une seule chose, l'abandon de soi. Elle a protégé sa liberté comme d'autres protègent un secret d'État. Mais au bout du chemin, une question reste suspendue dans le silence. Peut-on vraiment tout gagner sans perdre quelque chose d'essentiel?